Comprendre l'approche de la planification financière est essentiel pour réussir en bourse. Cette approche implique une analyse de votre âge, de votre situation personnelle, de vos circonstances professionnelles, de votre patrimoine, de vos revenus, de vos dépenses, de vos objectifs financiers, de votre tolérance au risque et de toute autre considération qui peut vous aider à implémenter une stratégie cohérente et adaptée à vos besoins particuliers. Dans une vidéo précédente, j'ai parlé des théories du cycle de la vie qui peut vous aider à démarrer et implémenter une stratégie financière. Aujourd'hui, je souhaite vous présenter un autre outil qui peut vous aider à implémenter une stratégie. C'est ce qu'on appelle la pyramide de la planification financière. La pyramide financière présente les différentes étapes de la planification financière. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la planification financière s'appréhende un peu comme la construction d'une maison. Si vous n'avez pas les bonnes fondations, la structure ne tiendra pas et s'écoulera dès qu'il y aura un petit peu de vent ou un peu de turbulence. En planification financière, c'est à peu près pareil. On commence par les fondations et une fois qu'on a des fondations solides, on peut construire des étages supplémentaires qui peuvent nous permettre d'avoir une belle maison. Ainsi, il n'y a aucun sens d'investir dans les actifs qui sont au sommet de la pyramide si on n'a pas tout d'abord investi dans les actifs qui sont à la base de la pyramide. Je vais maintenant vous présenter cette pyramide et les différentes étapes afin que vous puissiez comprendre un peu plus de quoi il s'agit. La première marche de la pyramide s'occupe de la sécurité et c'est réellement la fondation de toute planification financière. On parle ici principalement des assurances et des testaments. Ce sont deux sujets qui ne vont pas intéresser beaucoup d'investisseurs qui sont plus jeunes, mais sachez que ce sont des outils indispensables de toute planification et de toute stratégie financière à long terme. Lorsque vous êtes dans le stade 1 de la vie et que vous n'avez pas beaucoup d'obligations familiales, ni beaucoup d'obligations tout court, vous êtes célibataire, vous avez du revenu discrétionnaire à dépenser, vous ne pensez pas aux assurances ni au testament et cela peut se justifier. Néanmoins, lorsque vous commencez à entrer dans le stade 2 de la vie, vous avez des obligations familiales, vous avez des gens qui dépendent de vous, les questions des assurances et des testaments deviennent beaucoup plus importantes. Les assurances, tout d'abord, on parle de tout type d'assurance, que ce soit les assurances vie, qui sont comme des comptes épargne à long terme, les assurances décès, qui peuvent vous protéger en cas de décès et fournir un capital à votre famille qui va finalement complémenter la perte de vos revenus, ou on va parler également des assurances habitation, des assurances voiture et tout autre type d'assurance qui peut vous couvrir contre des éventuels risques. Toutes ces assurances sont essentielles à mettre en place avant de pouvoir se projeter dans la suite de la planification financière. Dans cette vidéo, je ne vais pas m'attarder sur les différents types d'assurances, leurs caractéristiques, leurs avantages et leurs désavantages. Je veux simplement vous faire comprendre que les assurances sont essentielles lorsqu'il en vient à la planification financière. On va parler ensuite des testaments. Donc les testaments sont importants, notamment pour les gens qui sont un peu plus âgés, qui approchent l'âge de la retraite ou qui ont beaucoup de dépendants ou qui ont un patrimoine conséquent et ils veulent se soucier de préparer leur succession afin d'éviter toute bataille de succession et litige entre les héritiers. Un testament bien ordonné permet d'éviter tout ce genre de scénario malheureux. Donc la première marche de la pyramide s'occupe essentiellement de ce qu'on appelle la sécurité et on parle donc des assurances et des testaments. La deuxième marche de la pyramide s'occupe de l'indépendance. Et lorsqu'on parle d'indépendance, cela fait référence au fait de ne rien devoir à personne et de pouvoir librement investir et de faire croître son patrimoine sans avoir des obligations qui pèsent sur vous et qui vont finalement réduire votre capacité d'épargne et votre capacité d'investissement. Alors il existe de la dette positive et de la dette négative. La dette positive peut être utilisée pour investir, mais il faut éviter à ce stade toutes les dettes négatives, donc les crédits à la consommation, aussi en Amérique du Nord, toutes les cartes de crédit qui peuvent vous mettre dans des situations très, très compliquées financièrement. Donc il faut éviter cette mauvaise dette et se concentrer sur la bonne dette, par exemple pour faire un emprunt qui va vous permettre d'acheter votre résidence principale. Cela représente un des socles de l'indépendance. On parle d'autres éléments ici également, par exemple les comptes épargne sur lesquels vous allez stocker votre fonds d'urgence. Donc le fonds d'urgence qui est là pour faire face aux dépenses imprévues, que ce soit si vous avez une maladie grave, votre voiture tombe en panne, a besoin d'être remplacée, vous perdez votre emploi, vous allez peut-être avoir besoin d'un coussin de sécurité qui va vous permettre de ne pas aller piocher dans vos investissements pour faire face aux dépenses imprévues. Donc au stade de l'indépendance, on parle de l'achat d'une maison principale, du fonds d'urgence d'épargne. On va parler également de se libérer de la dette ou au moins réduire et éliminer progressivement les dettes négatives. Et enfin, on va commencer à réfléchir à l'épargne à long terme en vue de prendre sa retraite. Donc c'est ici qu'on peut commencer par exemple à ouvrir un PER ou un PEA et se constituer une épargne à long terme. Et c'est là qu'on va rentrer dans la troisième marche de la pyramide. La troisième marche de la pyramide qui va concerner l'investissement. Donc pour l'investissement, ce sont toutes les autres marches de la pyramide concernent l'investissement. On va voir que chaque marche de la pyramide concerne un niveau d'investissement plus ou moins agressif. Donc on commence d'abord avec le niveau d'agressif
Donc on commence d'abord avec le niveau d'investissement conservateur. Et ici on parle bien entendu des obligations, des certificats de dépôt, des comptes épargne à long terme, tous les types de produits, les produits également du marché monétaire, donc tout ce qui est les obligations d'État à très court terme, qui sont à moins d'1 an par exemple. Tous ces types de produits qui ont pratiquement zéro risque ont également pratiquement zéro rendement et ils peuvent même avoir des rendements négatifs lorsqu'on tient compte de l'inflation. Alors, il ne faut pas vraiment investir massivement dans ce genre d'actifs pour vous constituer un patrimoine. Ce sont plutôt des actifs qui doivent être vus, des actifs défensifs qui peuvent être vus comme des sortes de comptes épargne un peu améliorés pour diversifier votre portefeuille, avoir une partie du portefeuille qui est soumis à zéro risque. Donc ça, c'est la marche de l'investissement conservateur, concerne tous ces investissements qui sont très défensifs, très conservateurs, dont les rendements sont assez faibles, mais qui permettent d'avoir une partie du portefeuille qui a pratiquement aucun risque. Et ensuite, lorsqu'on passe à la marche au-dessus de la pyramide, qui est donc l'investissement modéré, et ici on parle principalement des actions, des ETF et de certains fonds communs de placement qui sont à faible risque. Alors bien évidemment, chaque classe d'actifs que je viens de citer recouvre des catégories de risques bien différentes. Il existe des actions défensives et des actions très offensives. Alors bien évidemment, lorsque je dis actions, je fais référence ici plutôt aux actions blue chip, donc les actions des grosses entreprises qui sont bien établies, qui sont leaders dans leur domaine, qui génèrent énormément d'argent, qui versent des dividendes souvent. Pas toutes les entreprises blue chip versent des dividendes, mais beaucoup d'entre elles en versent. Et voilà, des entreprises bien établies, leaders, qui ne vont pas disparaître du jour au lendemain. L'exemple typique de ce genre de compagnie, peut-être par exemple Coca-Cola, c'est une entreprise mondialement connue qui ne fera pas faillite du jour au lendemain. Donc si vous achetez des actions Coca-Cola, vous pouvez dormir plus ou moins tranquille pendant les 20 prochaines années. On parle également des actions du type dividende aristocrate, donc des actions des entreprises qui versent des dividendes depuis de très nombreuses années, qui augmentent régulièrement leurs dividendes. Ça, ce sont le genre d'actions qui représentent un niveau de risque modéré. Il y a toujours un niveau de risque qui existe. Ces entreprises peuvent avoir des mauvaises années, donc le cours peut chuter, les dividendes peuvent être coupés, mais néanmoins, à très long terme, ce sont des placements qui ont fait leurs preuves. Donc lorsqu'on parle d'actions au niveau de risque modéré, on fait référence à ce genre d'actions-là. Et lorsqu'on parle des ETF à risque modéré, on parle des ETF qui reproduisent la performance de grandes places boursières telles que le S&P 500 ou encore le CAC 40, le DAX allemand, le Dow Jones. Ce sont des ETF qui sont quand même relativement, au niveau de risque, relativement conservateurs. Et enfin, lorsqu'on parle des fonds communs de placement, il existe également des FCP qui ont des niveaux de risque très différents. Certains qui ont des risques très faibles puisqu'ils n'investissent que dans des obligations d'État. D'autres qui ont des niveaux de risque très élevés puisqu'ils investissent que dans des entreprises à très petite capitalisation boursière. Alors évidemment, encore une fois, il faut bien choisir les fonds communs dans lesquels vous allez investir. Néanmoins, à cette marge de la pyramide, il existe des fonds communs qui ont des très bonnes performances historiques à long terme et où vous pouvez placer votre argent avec un niveau de risque entre faible et modéré. Ensuite, lorsqu'on passe à la marche de la pyramide supérieure, c'est ici maintenant qu'on commence à rentrer dans la catégorie de l'investissement agressif. Et lorsqu'on parle d'investissement agressif à ce stade, on va parler des matières premières, des produits dérivés et des niches fiscales. Alors bien évidemment, ces trois classes d'actifs, si on peut les classifier en tant que telles, ne vont pas convenir à chaque investisseur. Les niches fiscales vont convenir surtout aux investisseurs qui ont un niveau de patrimoine plus élevé et qui peuvent se permettre de payer des comptables qui vont les aider à optimiser leur fiscalité dans le cadre de la loi, alors que pour des investisseurs, on va dire normaux, qui ont un patrimoine moyen, ceux-ci n'auront pas ce luxe-là. Donc les niches fiscales ne seront peut-être pas forcément adaptées à ces investisseurs-là. Néanmoins, ceux-ci pourront peut-être s'intéresser aux produits dérivés s'ils commencent à avoir un bon niveau de connaissance en bourse et ils ont une partie de leur capital qu'ils souhaitent peut-être éventuellement faire fructifier plus rapidement. Ils peuvent se tourner vers des produits tels que les options, les warrants, la vente à découvert afin d'essayer d'avoir des rendements plus intéressants. Encore une fois, il faut quand même être conscient que cela a un niveau de risque bien plus élevé qu'investir dans les produits qu'on a cités précédemment. Et on peut rajouter également à cette catégorie les actions à plus forte croissance, les actions à petite capitalisation boursière, toutes les actions qui sont un peu plus spéculatives par nature. Pour ceux qui s'intéressent un peu au trading, même si j'ai fait une vidéo où j'expliquais que le day trading est une proposition perdante et que moins de 1% des traders actifs gagnent de l'argent sur le très long terme, je déconseille vivement de faire du trading. Mais pour ceux qui souhaitent avoir une approche d'investissement un peu plus agressive, c'est à cette marche de la pyramide qu'on va commencer à introduire ce genre de concept. Les crypto-monnaies telles que le Bitcoin ou l'Ethereum ou le BNB Coin, donc tous les crypto-monnaies du top 10 et éventuellement même du top 50 peuvent rentrer dans cette catégorie d'investissement agressif.
Voilà, certains diront que le Bitcoin peut rentrer dans le niveau de risque conservateur, ou pas conservateur, mais dans le niveau de risque modéré. Ça dépend des visions de l'investissement. Néanmoins, je vais placer ces crypto-monnaies-là dans l'investissement agressif parce que ça représente il y a quand même beaucoup de volatilité sur ces marchés. Ce n'est pas fait pour tout le monde. Ce sont encore des actifs qui sont nouveaux et qui représentent quand même un risque important pour les investisseurs qui ne sont pas vraiment bien informés à ce sujet. Et enfin, j'ai mentionné les matières premières. Donc pour les gens qui souhaitent par exemple négocier des contrats de futur dont les actifs sous-jacents sont des matières premières, c'est à ce niveau de la pyramide qu'ils peuvent également s'y intéresser. Et enfin, donc lorsqu'on va passer dans la dernière marche de la pyramide, on va parler de l'investissement très agressif. Et ici, à ce niveau-là, on va parler de tous les produits qui sont vraiment faits pour les investisseurs, qui ont une tolérance au risque extrêmement élevée. On peut parler par exemple de l'art. Et donc savoir acheter des tableaux, c'est quand même quelque chose qui est réservé à une certaine catégorie d'investisseurs très avertis, c'est pas fait pour tout le monde. Mais pour par exemple une forme d'investissement dans l'art qui se démocratise beaucoup plus rapidement et qui est relativement nouvelle, ce sont les NFT. Donc pour les gens qui souhaitent se lancer dans les NFT, il faut vraiment que ce soit avec une petite partie de votre capital. Une fois que vous avez déjà toutes les fondations qui sont mises en place, vous pouvez commencer à vous aventurer dans ce genre d'investissement, mais sachez que c'est quand même très risqué. Et ensuite, on a tous les autres types d'investissements, par exemple investir dans des IPO, donc les entrées initiales en bourse sur les marchés boursiers de petites entreprises. Donc, c'est pas vraiment des petites entreprises, ce sont des grosses entreprises, mais des entreprises qui étaient privées, qui lèvent du capital auprès des investisseurs publics pour la première fois. Voilà, ce sont quand même souvent des placements à haut risque, puisque la valuation des entreprises en fait dépend fortement des banques qui sont en train de préparer cette entrée en bourse. Donc, il peut y avoir souvent des entreprises qui sont surévaluées, donc c'est très difficile en tant qu'investisseur conservateur ou modéré de savoir comment valuer ces entreprises privées-là. Donc les IPO, c'est quand même quelque chose qui est réservé aux investisseurs un peu plus avertis, et en tout cas, c'est ce qu'on appelle l'investissement très agressif. À cette marche de la pyramide, on trouve également les métaux précieux, donc investir dans l'or ou dans l'argent. Alors ça, c'est un sujet qui peut être encore un peu débattu. Certains vont dire que les métaux précieux peuvent être plutôt se trouver à la marche de la pyramide qui va concerner la sécurité ou l'indépendance. D'autres vont dire que c'est un investissement conservateur ou modéré. Néanmoins, avant d'acheter réellement de l'or physique qu'on va aller stocker chez soi, c'est sujet à débat. Voilà, ça peut rester un excellent placement quand même. Néanmoins, voilà, traditionnellement, on met quand même ça dans la marche la plus élevée de la pyramide, dans l'investissement très agressif. Et de même, pour les gens qui souhaitent développer un portefeuille immobilier extrêmement large et vaste, l'investissement immobilier, donc pour être investisseur en immobilier et avoir énormément de propriétés, certains vont considérer que c'est un investissement très agressif. Et on rajoutera également dans cette marche de la pyramide les crypto-monnaies, on va dire, qui sont en dehors du top 50 ou du top 100. Voilà, dans tous les petits projets qui sont extrêmement spéculatifs, ça va rentrer dans cette marche de la pyramide. Alors comment appréhender cette pyramide? L'idée principale derrière, c'est que chaque marche représente, on va dire, la part de capital que vous devriez affecter à ce niveau d'investissement ou à cette marche de la pyramide. Donc c'est-à-dire, plus le socle est petit, moins vous devriez consacrer de capital à ce niveau de la pyramide. Donc pour les investissements très agressifs, vous devriez consacrer moins de capital que pour les investissements, on va dire, à niveau modéré. Donc cela est quand même assez logique. Il faut avoir un portefeuille qui est beaucoup plus constitué d'actions blue chip ou d'ETF qui répliquent la performance du S&P 500, que vous ne devriez faire de day trading ou d'acheter des actions à très faible capitalisation boursière ou des actions qui sont cotées sur des marchés secondaires. Cela va de soi. Le temps est aussi un facteur essentiel à prendre en compte, c'est pourquoi il faut d'abord se préoccuper de prendre en compte toutes les mesures qui vont aller mitiger votre risque et réduire votre risque à long terme. Donc c'est pour ça qu'on parle d'abord des assurances vie par exemple dans la première marche, ou des testaments, des obligations. Tout ça, ce sont les actifs qui vont réduire votre risque à long terme et vous permettre d'avoir une bonne assise et des bonnes fondations pour préparer la suite. Et enfin, il faut aussi se dire que les circonstances de chaque personne sont différentes. Donc un investisseur de 45 ans qui est au sommet de sa carrière professionnelle, dont les enfants ont déjà fait de l'université et qui en fait a très peu d'obligations familiales, n'aura pas la même stratégie d'investissement que quelqu'un qui est à la retraite ou qui prépare sa retraite et qui cherche à générer des revenus. Donc le premier investisseur, celui de 45 ans, cherchera à avoir des investissements qui vont produire beaucoup plus de croissance pour se créer un patrimoine en vue de prendre la retraite, tandis qu'un retraité va chercher à avoir des investissements beaucoup plus conservateurs afin de préserver son capital et de générer un revenu. Ainsi, les circonstances sont extrêmement essentielles et vous allez pouvoir moduler
et modifier les marches de la pyramide en fonction de vos circonstances particulières, bien entendu. En somme, la pyramide est une feuille de route qui peut vous aider à implémenter une stratégie financière et à prévoir votre planification financière à long terme. C'est une sorte de guide qui peut vous aider à ne pas mettre la charrue avant les bœufs et avoir un développement qui est bien pensé et qui sera surtout soutenable à long terme, parce que le risque c'est que beaucoup de gens commencent à investir, mais dès qu'ils ont un petit pépin ou un imprévu dans la vie courante, ils vont aller puiser dans leurs investissements pour payer les obligations auxquelles ils font face, et c'est ça auquel il faut éviter ce genre de scénario, parce que les investissements doivent pouvoir croître à long terme sans finalement être dérangés par les préoccupations journalières. Et enfin, la pyramide nous rappelle aussi la relation risque-rendement qui existe lorsqu'on investit dans n'importe quelle classe d'actifs qui soit. Il faut bien garder à l'esprit que chaque actif a une part de risque différente et des rendements potentiels qui sont bien différents les uns des autres, et que chaque actif n'est pas forcément adapté à chaque investisseur, et donc il faut bien garder ça en tête lorsqu'on est en train d'implémenter une stratégie financière. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que la pyramide financière vous permettra d'en savoir un petit peu plus sur la planification à long terme, j'espère qu'elle vous sera utile. Si c'est le cas, laissez un petit pouce bleu en dessous de la vidéo, abonnez-vous à ma chaîne pour être notifié des futures publications, et enfin, laissez un commentaire pour lancer le débat. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo, et à très bientôt.